C'est un sous-marin gigantesque. Il mesure 100 mètres de long et comporte 3 niveaux. Chaque centimètre carré a quelque chose d'unique. C'est une construction aussi impressionnante que la navette spatiale. Pour moi, c'est une montre suisse de 7000 tonnes. Sa construction a nécessité un savoir-faire remarquable, avec des étapes concrètes comme le travail du fer et d'autres aussi minutieuses qu'une opération de neurochirurgie. Mes équipes travaillent ensemble depuis une vingtaine d'années. On a vu beaucoup plus gros. Ça, c'est rien du tout. J'obtiendrai mon diplôme d'électricien dans quelques mois. C'est pour très bientôt. Je suis un peu intimidée. Pour quitter ce chenal peu profond, qui a été dragué, nous aurons besoin de fortes marées. Je suis chargé d'acheter des sous-marins pour le ministère de la Défense. Je dois donc étudier les projets de l'entreprise et m'assurer qu'ils sont viables et rentables pour nous. La première sortie du sous-marin Astute est un événement. Si ça ne se passe pas comme prévu, mon travail fera l'objet d'une enquête approfondie. Quand mon fils a demandé à son père ce qu'il faisait, il lui a répondu « Je construis des sous-marins pour la reine ». Par un week-end pluvieux de novembre, le premier sous-marin construit pour la marine britannique en 10 ans va quitter le chantier naval pour la première fois. Mon écusson est bien centré? Oui, c'est parfait. Tant mieux, parfois il est complètement de côté. La construction de ce navire a nécessité 14 ans de travail et un budget de plus d'1 milliard d'euros. C'est un sous-marin exceptionnel. Ses sonars fonctionnent sous l'eau et à la surface. Les armes à son bord peuvent attaquer des cibles en mer et sur terre. Ce navire est extraordinaire. La mise à l'eau du submersible promet d'être délicate. De violents orages frappent la Grande-Bretagne. De forts vents et des pluies diluviennes ont provoqué des inondations dévastatrices partout dans le pays. Nous devons suivre une procédure très stricte pour garantir la sécurité. La pluie gêne la visibilité, mais le plus ennuyeux, c'est le vent. C'est la construction d'un des engins les plus perfectionnés au monde. Il est 7h moins 5, je pars pour le travail. Sur mes 30 ans de carrière dans la Navy, j'ai dû en passer 15 à bord de sous-marins. C'est une journée ordinaire qui commence pour ceux qui participent à la fabrication des sous-marins nucléaires britanniques. Je connais beaucoup de gens qui travaillent au chantier naval. Jed, mon mari, ma belle-sœur, mon beau-frère, mon frère aussi. Dans toutes les familles que je connais, il y a au moins une ou deux personnes qui y travaillent. Située dans le nord-ouest de l'Angleterre, la ville de Barrow-in-Furness compte 72 000 habitants. La construction de sous-marins est une tradition ici. Le premier y a été mis à l'eau en 1887. Il me faut à peine 10 minutes pour aller au travail. Génération après génération, de nombreuses familles de la région prennent part à cette activité. Je passe mon badge dans la pointeuse qui vérifie que je ne suis pas en retard.
Nous ne pouvons pas divulguer les performances de nos sous-marins. Si des pays étrangers ou des organisations découvrent les possibilités de nos navires, ils pourront mettre au point des moyens de les contrer. C'est pour ça que les entrées et les sorties sur le chantier sont étroitement contrôlées et que certaines informations sont classées secrètes. Le chantier naval appartient à l'entreprise britannique BAE Systems, qui opère dans le secteur de la défense. Elle emploie plus de 45 000 personnes au Royaume-Uni, dont environ 5 000 à Barrow. Si ces activités ne font pas l'unanimité, la firme reste le pilier de l'économie locale. Un grand nombre de nos employés sont parents. L'ambiance est très familiale dans l'entreprise. Elle occupe une place primordiale dans la communauté et une grande partie des rémunérations que nous versons aux salariés du chantier naval bénéficient à la communauté. La Grande-Bretagne a-t-elle besoin de sous-marins? Certains considèrent ces navires comme un élément essentiel à la défense du pays. D'autres y voient un gaspillage de l'argent du contribuable. Le chantier naval pourrait recevoir jusqu'à 7 commandes de sous-marins de type Astute, ce qui permettrait à Barrow de prospérer pendant les 10 prochaines années, et même au-delà. C'est le seul chantier naval où des sous-marins destinés à la Royal Navy sont à la fois conçus, construits, testés et armés. La flotte de sous-marins d'attaque britannique est en fin de vie. La Royal Navy souhaite s'équiper de ces nouveaux modèles. Ces navires ultra perfectionnés transportent des armes, des équipements de vie et tout le matériel nécessaire à leur fonctionnement, dont un réacteur nucléaire qui peut alimenter le moteur pendant 25 ans sans être ravitaillé en combustible. Il faut plusieurs années pour bâtir un sous-marin de ce type. Actuellement, nous avons 4 navires en chantier à différents stades d'avancement. Le premier est en mer devant le hall de construction. Le deuxième est derrière moi. Le troisième est presque entièrement assemblé. Il reste quelques soudures à faire. Quant au quatrième, ces sections sont en cours de fabrication. On peut donc observer les différentes étapes de construction simultanément. La pose des plaques d'acier, la mise en service des équipements technologiques et enfin la préparation avant la mise à l'eau. Pour assembler 4 navires selon des plannings différents, l'entreprise doit faire appel à des professionnels aux compétences très diverses. Les employés du chantier font un travail particulier dans un environnement surprenant. Je mets ma tenue de travail. La salopette est indispensable pour éviter les blessures, mais elle n'est pas très saillante. Je travaille sur le bateau numéro 2, Ambush. Celui-là, c'est le numéro 3. Nous allons là-bas pour la réunion. Voici Nigel, le chef d'équipe. Bonjour Nigel. Erin Brown est formée pour travailler sur les équipements électriques du sous-marin. Comme le chantier naval ne compte que 300 électriciens, une fois son diplôme en poche, la jeune femme fera partie d'un club très fermé. Nous avons une réunion chaque matin à 7h30. Les chefs d'équipe nous font part des problèmes de sécurité rencontrés la veille. Ils font différentes annonces. Ils nous tiennent au courant de l'actualité du chantier. Avec une surface totale de 70 hectares, ce chantier naval est le plus vaste de Grande-Bretagne. Les sous-marins sont de véritables bijoux de haute technologie. Le sous-marin doit évoluer dans un environnement très hostile, immergé. Il doit supporter la pression et la salinité de l'eau qui peut ronger les matériaux. De plus, il doit accueillir un équipage de 97 personnes pendant 3 mois sans interruption. Le navire va donc produire de l'air et de l'eau, abriter des provisions, et enfin, ce doit être évidemment une machine de guerre efficace.
C'est l'un des sous-marins les plus complexes que nous ayons construits. Il abrite 400 000 km de câbles et 25 000 valves. Nous devons dessiner plus de 100 000 croquis, tous élaborés à partir de notre modèle informatique. La conception de l'Astute a duré 4 ans. Ce modèle contiendra plus d'1 million de composants, dessinés par ordinateur et fabriqués à la main. Je dirige l'équipe de sidérurgie. J'ai commencé comme charpentier en 1982, puis j'ai gravi les échelons. Je travaille dans cet atelier depuis 12 ans. C'est ici que la construction commence. Les plaques de métal sont livrées par camion, ensuite elles sont transportées dans l'atelier. On les empile à l'aide d'une grue équipée d'aimants de levage. Les ouvriers utilisent une machine de découpe plasma pour tailler chaque plaque selon un schéma bien précis. Après la découpe, les pièces restent attachées à une bande de métal qui empêche leur chute. Peter est en train de couper toutes les attaches pour libérer les différentes pièces. Elles vont toutes être acheminées au bon endroit pour être utilisées dans la construction. L'acier destiné à former la coque est façonné pour prendre la forme voulue. Si l'on enlève le revêtement spécial, la coque est un simple tube étanche avec à ses extrémités 2 réservoirs d'eau, des ballasts dont le niveau varie selon que le sous-marin doit s'immerger ou revenir à la surface. La coque est surmontée d'un aileron. Elle est composée de 8 sections d'acier de 11 mètres de diamètre. Une fois fini, le navire mesurera 97 mètres de long et pèsera 7400 tonnes. Ces sections sont fabriquées dans un autre atelier du chantier naval. Elles sont acheminées par camion dans le bâtiment où le navire est assemblé. Ce hangar mesure 260 mètres de long, 58 de large et 51 de haut. C'est l'un des plus grands du pays. Nous voici dans le DDH, le Devonshire Dock Hall. C'est ici que les sous-marins sont assemblés. Le bâtiment est ultra protégé. Les personnes étrangères à l'entreprise ne peuvent pas y entrer. Sur le modèle Astute, les sections sont construites verticalement, une première en Grande-Bretagne. Ainsi, les ouvriers y accèdent plus facilement. Par la suite, elles seront tournées sur le côté. Au départ, la section est en hauteur, comme ceci. Ensuite, elle est abaissée, jusqu'à ce que ses pivots touchent le sol. Puis Frank va monter dans la grue et l'incliner dans ce sens. Je suis chargé de vérifier que tout se passe comme prévu. Si un problème survient, c'est moi qui suis responsable. C'est l'étape la plus importante de notre travail. La grue mobile soutient le poids de la section. C'est sur elle que tout repose. Maintenant, nous allons détacher la grue et la remonter sur les fixations de la partie inférieure de la section. C'est un moment critique. Si l'une des deux grues casse, j'espère avoir le temps de m'enfuir, si vous voyez ce que je veux dire. Un sous-marin transporte 3 fois plus de machines et de matériel qu'un navire classique.
La plus grande partie de la poupe est occupée par le réacteur nucléaire, le moteur et tous les systèmes de secours. Nous voici dans la pièce du générateur. Si un des réacteurs tombe en panne pendant une mission, nous mettrons en marche un de ces moteurs diesel. Il fournira l'électricité nécessaire à la survie de l'équipage. Si on en arrive là, c'est que la situation est très préoccupante, qu'on est dans de beaux draps. Les machines du submersible sont isolées pour que les bruits et les vibrations qu'elles produisent ne soient pas perceptibles. Grâce à ces supports, les vibrations et les bruits produits par le moteur diesel sont réduits. Comme vous le voyez, tous ces mouvements sont absorbés lorsqu'il est en fonctionnement. Nous voulons faire du modèle Astute le sous-marin le plus silencieux au monde. Toutes ces précautions servent à éviter que les vibrations atteignent la coque. Aujourd'hui, le navire numéro 3 commence à prendre forme. Les sections les plus importantes sont en cours d'assemblage. Pour s'immerger, un sous-marin doit absorber de l'eau. Une grande partie de cette eau est engloutie dans la section située à l'avant du navire, qui abrite également les sonars et pèse 270 tonnes. Un sonar actif émet une impulsion sonore. En fonction du délai de retour de cette impulsion, le sonar calcule la distance de l'obstacle le plus proche. Le modèle Astute sera équipé de sonars passifs qui enregistrent les sons de la mer pour repérer les objets alentours. Cette technologie permet d'entendre des mouvements importants à 5500 km de distance. La section située à l'arrière du navire se remplit également d'eau lorsque le sous-marin plonge. Elle pèse 230 tonnes et renferme les machines qui contrôlent le gouvernail et l'hélice. Je m'appelle Derek Parker. Je fais partie de l'équipe des services de production. Nous gérons les déplacements importants dans le DDH, les opérations de levage, les modules d'expédition et le déplacement des sections. Nous allons déplacer la section arrière dans le dôme d'assemblage à l'aide de 4 chariots. Chacun peut transporter 250 tonnes. La section doit être déplacée de 39 mètres. Le convoi avance d'1 mètre par minute. Tout est prêt. On va pouvoir commencer. Messieurs, c'est à nous. On y va, merci. Mes équipes travaillent ensemble depuis une vingtaine d'années. Les ouvriers connaissent très bien les machines et les procédures. On a vu beaucoup plus gros. On a déjà assemblé des sections de 600 tonnes. Ça, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Quand la section est à 1,80 m de sa destination, des ouvriers montent à l'intérieur. Quand elle franchit la porte, ils s'assurent que la pièce ne la percute pas. Plus que 7 cm et demi. Nous avons du matériel de précision qui nous permet d'avancer par segments de 2 cm et demi. Vas-y, Tony, avance! Encore 2 cm et demi. On y est, merci. On ne peut pas avancer plus avec nos chariots. Il reste un peu plus d'1 centimètre. Tout s'est bien passé. Le poste de commande est l'une des zones les plus vastes et les plus complexes du sous-marin. C'est le centre d'opération du navire. Il est construit dans un autre hangar du chantier naval. Le module qui l'abrite mesure 22 mètres de long et pèse 180 tonnes. C'est là que se trouvent les commandes de navigation, le sonar, ainsi que les systèmes de communication et d'armement. La cabine du commandant se situe sur le pont supérieur. Les repas sont préparés sur le pont intermédiaire où se trouvent également la cantine et les cabines de l'équipage. Tous les systèmes de combat sont reliés les uns aux autres.
Quand le navire sera prêt, le module du poste de commande quittera cet entrepôt pour y être installé. La salle du sonar. On y trouve différentes machines pour l'analyse des données du sonar, les réseaux et les systèmes de commande. Nous nous dirigeons vers la salle d'écoute où se trouvent les moniteurs du sonar. Voici tous les systèmes de commande. Toutes les informations envoyées par le sonar et les autres équipements du navire transitent par ici. Continuons vers l'arrière. Voici la cabine du commandant. Elle est assez vide pour l'instant. Le commandant est le seul à avoir une cabine individuelle. Voici le pont inférieur du module, composé essentiellement de cabines. Cet espace comporte 19 lits. C'est assez exigu, mais pas plus que dans un autre sous-marin. L'équipage est habitué. Quand je faisais partie de la Navy, on n'avait qu'une lampe de chevet. Aujourd'hui, les marins ont de quoi charger leur baladeur, entre autres. Bien, nous arrivons maintenant au bout du module. Le mess des matelots et celui des officiers. C'est ici qu'ils s'installent quand ils sont de repos. Ceci est le dernier compartiment, les cuisines. On y trouve tous les équipements modernes. Il ne manque rien. Même ma cuisine n'est pas aussi fournie. Nous devons encore nous occuper des finitions. Quand le module sera achevé, il sera transporté au DDH et encastré dans le sous-marin. Une fois que les sections sont toutes à leur place, les ouvriers les soudent. Nous allons traverser cette section pour rejoindre la suivante, puis atteindre le ballast. L'équipe de soudure entre en piste. Deux équipes se relaient 24 heures sur 24. On ne quitte pas le chantier tant que notre travail n'est pas terminé. C'est un travail éprouvant. Je me suis déjà changé une fois aujourd'hui. Je suis en nage, épuisé, et je reste jusqu'à 19 h. Chaque soudeur s'occupe d'une section. On commence au même moment, on termine à peu près en même temps, et si tout se passe bien, le résultat sera satisfaisant. Cet espace est grand par rapport à d'autres zones du sous-marin. C'est là que je vais travailler. Je dois descendre à l'aide de cette échelle. Les soudeurs doivent effectuer 2 km de soudure. Ils travaillent de concert pour que les sections soient parfaitement alignées. De l'autre côté de cette cloison, il y a le réacteur nucléaire. Le module du poste de commande s'insère à droite. Voilà mon chalumeau. J'appuie pour faire sortir le gaz. Je relâche et le fil sort. Si vous avez trop chaud ou que votre bouche s'assèche, vous devez sortir. Les travaux de soudure dégagent une très forte chaleur, comme vous le voyez. C'est un travail très dur, c'est certain. Une équipe de 8 soudeurs se relayant jour et nuit doit travailler 3 semaines pour relier 2 sections du sous-marin. La température peut parfois atteindre 55 degrés dans les réservoirs. On réalise plusieurs kilomètres de soudure, c'est vrai. Les rouleaux de fil à souder qu'on utilise pèsent environ 4,5 kg chacun. On en utilise 1 ou 2 par journée de travail. Ça vous donne une idée de la quantité de fil utilisée. Je suis fier de faire ce métier comme beaucoup de soudeurs. C'est pas toujours facile. On est tous en compétition, même si ça reste bon enfant. Dans ce métier, c'est normal. On se taquine, on se lance des défis. C'est une manière de mettre en valeur le fruit de son travail. Jed travaille ici depuis 25 ans. Il a été embauché à 16 ans, immédiatement après sa sortie de l'école. Il a arrêté les études en juin et a commencé en septembre. Je suis contente qu'il soit employé par le chantier. C'est un poste stable, plutôt intéressant. En plus, il n'est qu'à 5 minutes de la maison. La soudure est un métier manuel très salissant. Il est obligé de se faufiler dans de minuscules recoins. Je ne pourrais pas en faire autant.
Une fois la soudure terminée à l'intérieur des sections, les ouvriers continuent à l'extérieur. C'est un travail primordial. Si je commets une erreur, elle est inscrite dans mon dossier. J'ai commencé à souder des sections à l'âge de 18 ans. C'est moi qui ai commencé le plus tôt et j'en suis très fier. Cette partie est finie. Une équipe va vérifier qu'il n'y a pas de fissure. Ensuite, la bande est analysée aux ultrasons comme pour une échographie. On va passer du gel dessus avant de la balayer avec une sonde. Comme ça, on sait si... il y a des défauts dans le métal. Le travail doit être parfait. Des vies en dépendent. En règle générale, une ligne de raccord est une faiblesse, mais pas sur le modèle Astute. Ici, les soudeurs utilisent un métal plus résistant que celui de la coque, fabriqué sur place par une équipe d'ingénieurs. Dans la zone d'essai mécanique, nous disposons d'équipements et de technologies pour étudier la manière dont les matériaux réagissent. Par exemple, nous faisons des essais de traction pour mesurer leur degré de résistance à la rupture. Nous les soumettons aussi à des chocs. Quand deux sections du sous-marin doivent être reliées, nous déterminons quelles sont les matières à assembler. Nous mettons au point la technique pour le faire et nous testons la résistance du matériau utilisé pour les rattacher. Le bateau numéro 2 va être assemblé. Au total, il est formé de plus d'1 million de composants, dont 23 000 tuyaux et 100 km de câbles électriques. Je me dirige vers l'atelier où Carl va me présenter le programme du jour. Le sous-marin numéro 2 ne peut accueillir que 290 personnes simultanément. Les différentes équipes doivent donc coordonner leur planning. Aujourd'hui, on va travailler dans la cabine du commandant. Un compartiment assez étroit. On arrive dans la cabine où se trouvent les appareils de contrôle de l'air. Ils permettent de détecter les fuites de gaz. D'argon, par exemple. L'argon est très nocif. De pleines inspirations et on risque de mourir. C'est très dangereux. Avant de monter à bord, on doit passer notre badge dans la machine qui permet de connaître le nombre de personnes sur le bateau en temps réel. C'est utile en cas d'évacuation, par exemple. Erin fait partie des 500 apprentis et jeunes diplômés qui travaillent sur le chantier naval. La Grande-Bretagne tente de relancer la formation en alternance pour enrayer la baisse d'effectifs dans certains domaines du travail manuel. Ce mode de formation est indispensable à la survie de Barrow. Voici la cabine du commandant. Ceci est une borne d'appel d'urgence. En cas de panne d'électricité, on pourra se servir de ce téléphone. Là, il y aura un combiné et on peut le recharger manuellement. Les élèves en formation travaillent aux côtés d'un ouvrier qualifié, le maître d'apprentissage. Mon responsable m'explique chaque procédure, étape par étape, jusqu'à ce que je me sente suffisamment en confiance pour m'en charger. Aujourd'hui, Carl va me montrer une procédure que je ne connais pas encore. Ces câbles vont être soudés à la partie supérieure de ces bornes, elles-mêmes reliées à la partie inférieure de la borne. Tous ces câbles remontent sur le côté et sont connectés ici. On a une paire rouge et noire, une paire bleue et noire et 3 paires blancs et noirs. Avec le schéma, on sait où chaque paire doit aller. Cela? Ouais. Et ensuite? 3 et 4. La construction de sous-marins a été interrompue pendant 10 ans. Beaucoup de métiers ont disparu du chantier, on n'avait plus d'apprentis. Il a fallu tout reprendre à zéro. Sans apprentis, c'est tout l'avenir du chantier qui est en danger. L'entreprise emploie beaucoup de monde dans la région et il faut que ça continue. Et voilà. Très bien. C'est bon. Erin s'en est très bien sortie. Tout est parfait. C'est du beau travail.
Quand j'ai découvert toutes ces bornes, j'ai eu peur que ce soit compliqué. Mais une fois qu'on a compris le schéma, c'est assez facile. Tandis que l'équipe s'affaire à l'intérieur, d'autres ouvriers s'attellent à une tâche très particulière à l'extérieur. Ils doivent poser 40 000 carreaux de caoutchouc sur la coque du vaisseau afin de le rendre quasiment invisible. Le caoutchouc absorbe et interrompt les ondes des sonars ennemis. Ainsi, il est impossible de repérer le sous-marin britannique. Cette couverture de caoutchouc renforce aussi l'isolation phonique. Chaque submersible va passer 5 ans dans le Devonshire Dock Hall. Ensuite, ils seront transportés jusqu'au bassin à l'aide d'un ascenseur géant pouvant supporter jusqu'à 16 000 tonnes. Une fois que le submersible est dans le bassin, l'équipe procède aux derniers ajustements. La chambre des torpilles est la pièce réservée aux armes. C'est là qu'elles sont chargées, stockées et tirées. Le modèle Astute renferme des torpilles Spearfish d'un poids de 2 tonnes et d'une portée de 65 km. Il est également équipé de missiles Tomahawk qui peuvent atteindre une cible au sol à 1000 km de distance. Aujourd'hui, l'équipe va procéder à une simulation de guerre pour s'assurer que tous les éléments sont bien synchronisés. Nous allons appliquer 3 scénarios différents. Ça va nous permettre de tester le matériel et de mettre l'équipage à l'épreuve. Les marins vont y prendre part. Écoutez-moi tous, voilà votre mission. Vous devez patrouiller dans une zone de la mer de Norvège. Vous devez surveiller l'activité et collecter des renseignements. Votre objectif, repérer les sous-marins dont la présence n'aurait pas été signalée. Pendant que vous suivrez ces bâtiments, vous devrez détecter les tirs éventuels. Si vous repérez un Delta 4 sur le point de faire feu, vous devrez simuler le lancement d'une torpille. Vous avez 2h30 pour sauver le monde. Contact dangereux. Dans le poste de commande, nous déclenchons les tirs. Les armes elles-mêmes sont situées dans un dépôt à un niveau inférieur. C'est là qu'a lieu la mise à feu. Lors de cette simulation, le sous-marin est utilisé comme lors d'une mission réelle. Oscar, position. Paré pour la mise à feu de la torpille. Piste 3 à 5. Ici Oscar, à vous. Paré pour la mise à feu. Contact. Suivez la cible. Contact valide. Arme numéro 2. Paré pour la mise à feu de la torpille. Le système de commande utilise plusieurs algorithmes pour évaluer la position de la cible. Une fois qu'on a mis en place un système de détection de tir, nous procédons à la mise à feu. Contact actif valide à 9700 mètres. C'est bien notre cible. Poursuivez l'attaque. Bien reçu. Attaque maintenue. Préparez mise à feu. Je répète, préparez mise à feu. Arme prête à faire feu. Tout s'est très bien passé. L'équipage est très satisfait du sous-marin. Notre équipe aussi est très satisfaite. Tout le monde a travaillé dur. La journée a été longue et fructueuse. Il reste une dernière étape cruciale, la mise en route du réacteur nucléaire. Cette opération sera suivie de très près par l'homme chargé de vérifier que le sous-marin est sûr et prêt à l'emploi avant la livraison à la Royal Navy. Ça avance bien, chef. Parfait. Merci beaucoup. Tous les plats vont être testés. On prépare un curry et des lasagnes qui seront servis à un amiral dans 1 heure. Commençons par l'arrière. J'ai travaillé sur 2 autres modèles de sous-marins. Les cuisines de celui-ci sont de loin les plus grandes. L'amiral est venu inspecter le sous-marin à l'approche de l'allumage du réacteur et de la mise à l'eau. Bonjour. Enchanté. Coxswain, monsieur. Bonjour, Coxswain. En général, la chaleur est supportable. On peut travailler sans trop en souffrir. Nous déjeunons ici? Très bien. Ce repas, c'est le petit plus de sa visite. Parlez-moi un peu des travaux.
La priorité, c'est de vérifier que tout le matériel fonctionne. Avez-vous remarqué des problèmes qui pourraient compliquer le travail du mois qui vient? Je suis chargé d'acheter des sous-marins pour le ministère de la Défense. À ce titre, je dois vérifier que l'opération d'achat est justifiée. J'étudie les projets de l'entreprise et je m'assure qu'ils sont viables et rentables pour nous. À la fin du chantier, le sous-marin quittera définitivement le bassin et les ouvriers qui lui ont consacré tant de temps et d'attention. C'est l'objectif. Le vice-amiral et l'équipe doivent se réunir régulièrement pour faire le point sur l'avancée des travaux avant la livraison. Nous nous entretenons avec l'amiral Lister tous les 15 jours. Nous espérions mettre le vaisseau à la mer à la fin de l'été, mais ce sera pour plus tard. Nous n'avons pas rencontré de gros problèmes, mais il faut faire des réglages. Juste quelques obstacles à surmonter. La construction du modèle Astute a pris 4 ans de retard. Le dépassement de budget s'élèverait à 900 millions d'euros. Certains des problèmes rencontrés par BAE Systems remontent aux années 90, avant même le rachat du chantier naval. Dès le départ, le projet a été freiné par des difficultés liées à la conception du sous-marin et aux différents contrats. De plus, comme l'entreprise n'accueillait plus aucun apprenti, certains métiers avaient tout bonnement disparu des effectifs. Lors du rachat du chantier en 1999, la firme a mis en place de nouvelles technologies de conception et a relancé son programme de contrats en alternance. La livraison du premier sous-marin devrait intervenir sous peu. J'ai choisi de travailler sur un chantier naval où sont construits des sous-marins parce que je suis fasciné par la technologie nucléaire de ces bâtiments. C'est incroyable qu'on puisse mettre au point un réacteur aussi puissant pour propulser un petit navire qui fait le tour du globe pendant plusieurs mois afin d'accomplir des missions dont le public ne sait pas grand-chose. Je fais de la moto. Le trajet pour rejoindre le chantier est très agréable. Le Lake District est la région que je préfère. Le village de Bardsey est splendide. J'aime beaucoup y rouler. Paul Knight va assister à la mise en marche du réacteur nucléaire. Les plans du réacteur sont confidentiels. Nous ne voulons pas les divulguer parce qu'ils donnent des indications sur les performances du submersible. De plus, la technologie de fabrication est un élément de grande valeur pour notre pays, qui ne doit pas être connu des pays étrangers. Il faut sortir les barres de contrôle du cœur du réacteur. À ce moment-là, il se met en route et produit une puissance très faible, à peine de quoi alimenter une ampoule. Peu à peu, la puissance augmente jusqu'à atteindre le maximum. Je ne peux pas vous donner de chiffres, c'est confidentiel. En tout cas, pour vous donner une idée, il fournit assez d'énergie pour une ville de 200 000 habitants. Nous sommes samedi 5 septembre. Le soleil s'est levé. Nous allons tester la puissance du réacteur. C'est un jour apparemment ordinaire. Pourtant, c'est aujourd'hui que les ingénieurs nucléaires vont mettre en route le réacteur du sous-marin. L'opération a commencé, tout se passe bien. C'est la première fois en 10 ans que nous mettons en marche un réacteur critique dans un sous-marin. C'est un événement pour notre chantier et pour tout le pays. Si les plans sont classés top secret, certains éléments sont accessibles au public. Le réacteur est entouré par un blindage spécial qui pèse 100 tonnes et protège l'équipage des radiations. Il est alimenté par de l'uranium enrichi, une substance très radioactive. Lors de la mise en route, un neutron est propulsé vers un atome d'uranium qui, en se divisant, libère de l'énergie et des neutrons supplémentaires. Ils vont à leur tour provoquer la fission d'autres atomes d'uranium. Une fois que cette réaction en chaîne s'auto-alimente,
le réacteur est dit critique et dégage une grande quantité de chaleur. Une fois que nous sommes certains que l'instrumentation et la conception sont bonnes, nous augmentons la puissance graduellement. En 2 semaines, la puissance maximale est atteinte. La chaleur produite par le réacteur est utilisée pour chauffer de l'eau maintenue sous très haute pression pour éviter qu'elle n'entre en ébullition. Elle passe dans un échangeur thermique qui contient un autre circuit d'eau maintenu à une pression plus basse. L'eau de ce circuit entre en ébullition et se transforme en vapeur. La vapeur alimente des turbines qui, à leur tour, produisent toute l'énergie dont le sous-marin a besoin pour fonctionner. Le modèle Astute est donc propulsé par une machine à vapeur bien traditionnelle, elle-même alimentée par une technologie ultramoderne. Cette semaine a été difficile. Ces derniers mois ont été très éprouvants. Toute l'équipe a travaillé dur pour en arriver là. C'est un soulagement de voir que ça fonctionne. Si tout se passe bien, le sous-marin va bientôt pouvoir partir en mer pour être livré à la Royal Navy. Le grand jour est arrivé. Le sous-marin est prêt à quitter Barrow. Encore faut-il que les conditions météorologiques le permettent. En effet, le départ est prévu en novembre. Andy Coles, le commandant du bateau, prépare l'expédition avec son équipage. Nous procédons aux dernières vérifications. Le départ est prévu demain. Je vais vous faire visiter les zones ouvertes au public. Bienvenue à bord. Suivez-moi. La salle de commande. Le poste de pilotage se trouve juste devant moi. À gauche, c'est le sonar et à droite, le système de combat. Voici mon siège. En mon absence, il est occupé par l'officier de garde. Ma cabine, c'est ici que je dors et que je travaille. Je partage mon temps entre le poste de commande et cette cabine. Grâce aux écrans, je peux suivre les opérations et voir les images du périscope. Je vais déplier mon canapé. C'est là que je dors. Les moyens de communication sont à portée de main. Et tous les écrans ont été installés au-dessus du lit pour que je puisse les voir allongés. C'est pratique. Le repas nous indique quel jour on est. Tout va bien? Le vendredi, c'est fish and chips. Tout le monde aime. Jetez celles qui ne sont pas belles. Suivez-moi. Nous allons visiter le mess des officiers. Le sous-marin abrite 3 messes en tout. Celui des matelots se trouve de l'autre côté du couloir. Il est identique à celui-ci, mais seuls les matelots y mangent. C'est un peu plus chaleureux. Les chaises sont confortables et c'est mieux équipé. On a des consoles de jeux, une grande télé, de quoi regarder des films. Tout est en place. On est prêt à prendre la mer. Pour être sous-marinier, il faut avoir certaines qualités relationnelles et être prêt à travailler dans un espace confiné. L'ambiance est moins sèche et formelle que sur d'autres types de navires. C'est l'environnement qui veut ça. Les officiers vivent dans 2 postes d'équipage différents. C'est là que nous sommes en ce moment. Chaque centimètre carré est exploité. On a 3 niveaux de lit superposés. Chaque marin a un casier ainsi qu'un espace de rangement sous son lit. Nous sommes sur le pont, où le panorama est excellent, comme vous le voyez. On a des sensations encore plus précises que sur un navire classique, parce qu'on sent les éléments, et on peut réagir rapidement en fonction de la situation. Demain est un jour important. Nous allons quitter ce dock pour celui de Ramsden. Des remorqueurs vont nous aider à passer sous ce pont, et ensuite on prendra la direction de Ramsden. Quitter le dock en novembre, c'est assez risqué.
En plus, les prévisions météo ne sont pas très bonnes. Le vent commence à se lever, je le sens. Il va gagner en puissance pendant les prochaines 24 heures. Nous sommes épaulés par toute l'équipe. Il faut dire que cette première sortie est un événement pour la Royal Navy. Si ça ne se passe pas comme prévu, mon travail fera l'objet d'une enquête approfondie. « 14 novembre 2009. Le premier sous-marin britannique construit ces 10 dernières années va effectuer son voyage inaugural. Reste à savoir si le célèbre climat britannique ne va pas bouleverser les projets de l'équipage. Les sous-marins manœuvrent très bien sous l'eau, mais à la surface, c'est plus compliqué. Notre submersible va donc être tracté par 4 remorqueurs très puissants. Il passera l'écluse sous le pont de Michelson Road, puis rejoindra le dock de Ramsden avant sa première sortie en mer. Tous les salariés du chantier naval ont travaillé d'arrache-pied. Nous avons connu des moments captivants et parfois bouleversants. L'équipage est prêt, les remorqueurs aussi. Le vent est tombé. Nous avons un créneau avant la tombée de la nuit. La journée a été productive. Le passage ne fait que 28 mètres de large. Ce n'est pas évident de le franchir pour un sous-marin. Depuis plusieurs mois, on ne vit que pour ce sous-marin. Maintenant, on peut enfin souffler et le regarder partir. C'est un moment inoubliable. Les Britanniques peuvent être fiers de ce succès. C'est le premier sous-marin que ce chantier a produit en 10 ans. C'est une sacrée réussite. La traversée durera 2 jours. Dimanche 15 novembre à 9h15, la porte de l'écluse s'est abaissée pour laisser passer le sous-marin qui quitte Barrow pour la première fois. Il ne reviendra jamais. Quand il aura quitté les eaux peu profondes, les remorqueurs repartiront et le submersible sera propulsé par son réacteur nucléaire à travers les océans. J'ai été chef d'équipe au chantier naval pendant la construction de ce sous-marin. Je ressens une grande fierté. J'espère en voir d'autres, et avant 10 ans, si possible. Je travaille sur le sous-marin numéro 2. Ça va être dur de le voir quitter Barrow un jour, comme celui-ci. Il a été construit par une équipe sérieuse qui a travaillé avec minutie. Je suis ravi d'avoir assisté à ce moment. Le sous-marin filait à une vitesse incroyable.
L'assemblage de ce vaisseau a duré 14 longues années. Pour les 5000 employés du chantier naval, le travail continue. Désormais, ils concentrent leurs efforts sur un nouveau sous-marin Astute, une merveille de technologie dont les secrets de fabrication sont jalousement gardés.